Là j'ai Taxi sur mon téléphone, on va faire une chose, merci à vous tous évidemment, toutes et tous, d'être là. On va passer un petit coup de fil à Paris, sur les Champs-Élysées, pour savoir ce qui se passe actuellement. Je pense que ça vous intéresse. Hein, parce qu'on parle des Gilets jaunes, il faut savoir s'ils sont morts, moribonds, ou si au contraire ils sont en train de remonter à la surface. Alors si j'ai mon copain, tant mieux, qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais presque. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui soient des gilets jaunes. Oui, Allô? Guy, je suis à Toulouse, en direct Un café. Oui. devant une docte assemblée. Dis-moi ce qui se passe actuellement à Paris et peut-être sur les Champs-Élysées, si tu y es. Non, je ne suis pas sur les Champs-Élysées. J'ai voulu rejoindre la manif qui se passait du côté de la Bastille, qui était normalement tranquille. Et là, ils ont totalement encerclé les gens place de la Bastille. Le canon à eau est là. Ils ont commencé à balancer des gaz lacrymogènes alors qu'il ne se passait rien. Et du coup, moi, je suis rentré dans un café pour faire le client innocent parce que je vois pas ce que je peux faire à part recevoir des gaz si je le sors. Alors, et notre équipe de télévision russe, Je ne sais pas où ils sont, je vais les appeler. d'accord. Bon, bah écoute, je Je laisse t'envoie des mon... photos. Non, non, mais s'il se passe quelque chose, je laisse mon téléphone ouvert, tu n'hésites pas à Ok, rappeler. Voilà. ok. À tout à l'heure, À plus tard. peut-être. Merci. Bon, c'est pas plus bête de faire du... comment dit-on à la télévision en bon français? On dit du live. Live. Non, on fait de l'histoire en direct. Alors, le sujet, c'était les Gilets jaunes, une insurrection civique. Aujourd'hui, il se pose la question, et déjà depuis quelque temps, savoir si les Gilets jaunes sont complètement dépassés, s'ils sont morts, s'ils sont vivants, ou si le mouvement va rebondir. Je crois débrouiller tout ça, ces différentes questions, c'est en fait pas très très difficile. Même si les choses vont extrêmement vite aujourd'hui. Il y a une image qu'on peut prendre, c'est celle du goulet d'étranglement historique. Un goulet d'étranglement, bah, c'est quand les berges d'un fleuve ou d'une rivière ou d'un torrent se resserrent, le flux va de plus en plus vite et même se transforme le cas échéant en cascade. On a parfois du mal un peu à suivre et il faut comprendre ceux qui décrochent, prenant un petit peu, pas beaucoup, un petit peu le taxi à Paris. Je peux vous dire qu'il y a aussi une forte tendance à l'hostilité parce que les Gilets jaunes sont taxés de paralyser l'économie, comme si c'était eux qui bloquent l'économie, alors qu'au contraire, on essaye de la débloquer. D'ailleurs, je vous signale, j'ai écrit un premier tome, là, le dernier que vous avez ici entre les mains de la section, un premier tome sur les Gilets jaunes, paru au mois de janvier. C'est trop près, non? Paru au mois de janvier. Il est là, on vous le montre, et dans lequel je détaille un certain nombre de mesures. Il y en a pas beaucoup, il y en a 24. Ça pourrait être la conclusion de ma conférence, mais c'est aussi l'introduction. 24 mesures qui montrent qu'on peut véritablement changer les choses. Parce que beaucoup pensent que les choses ne changeront pas. Si on prend l'exemple de révolution, démocratique ou qui a velléité démocratique, comme les printemps arabes, on s'aperçoit que tout a, pardonnez-moi ce mot familier et même vulgaire, que tout a foiré. On n'a qu'à regarder l'Égypte, on a installé un régime fort, mais est-il capable de redresser l'économie? Alors qu'il y a des mesures simples, hein. On pourra les détailler, enfin y revenir tout à l'heure, pas dans le détail des mesures elles-mêmes, mais dans les idées qui sont des idées programmatiques, qui sont des idées structurantes, hein. Qu'est-ce qui fait que la France va mal aujourd'hui? C'est pas compliqué, hein, et vraiment mal. Mais ça, on pourra s'étendre et approfondir un peu. Alors donc, nous sommes au 53e acte des Gilets jaunes. Donc un an pile, c'est l'anniversaire.
mais c'est également la date qui rappelle qu'il y a 4 ans, le 13 novembre, il y avait eu, et au fond ça fait partie du contexte, il y avait eu la boucherie, il faut appeler ça la boucherie du Bataclan. Donc on se trouve dans une sorte de conjonction de dates qui n'est pas ni tout à fait inintéressant, ni tout à fait négligeable de rappeler. Alors, les Gilets jaunes, ça fait déjà plusieurs mois qu'on nous annonce qu'ils sont morts, qu'ils n'existent plus, au fond, qu'ils se sont autodissous. Et il va falloir faire plusieurs remarques à ce sujet. Il est bien clair que où je suis mon papier, mais ça va être compliqué, où je développe au fur et à mesure. Et puis, sinon, je repartirai sur mon... Oui, je vous en ai écrit 7 pages, hein, c'est pas rien. On nous a dit que le mouvement était mort, mais si on regarde bien les choses, même si ça ne s'appelle plus les Gilets jaunes, on voit bien que depuis la fin de l'été, le début de l'automne, il n'y a que des mouvements de fond, des mouvements importants, très importants même, qui agitent la surface de l'étang, la surface de l'étang politique. Je rappellerai quelques-uns. On a le mouvement des urgentistes. On a eu les professions libérales qui se battaient pour leur caisse de retraite. Alors, ce n'est pas du tout des gens qui défendaient des privilèges. Les professions libérales, c'était les avocats, les médecins, qui ont leur propre caisse de retraite autofinancée. Donc, si on fait un régime commun, on va leur piquer carrément leurs économies. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de façon très schématique et simplifiée. Hein. C'est pas les bourgeois des professions libérales qui seraient contre la France profonde. Non. Alors, ce sont des revendications que l'on peut qualifier de catégorielles. Les urgentistes. Avant-hier, c'était le personnel hospitalier, notamment les médecins. Et c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis 2017. Hein, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de mouvement de fond dans le domaine hospitalier de cette ampleur. On a eu les policiers. Alors notez bien qu'à midi, le 2 octobre, à midi, il y avait plus de 20 000 policiers dans les rues de Paris. Le lendemain, le 3 octobre, c'était un jeudi, eh bien, il y avait la tuerie de la préfecture de Paris. Alors, je ne fais pas de conspirationniste, je ne fais pas de relation de lien entre les deux événements, sauf que je m'étais amusé, et vous trouverez ça dans mes livres, à recenser quand même un certain nombre de coïncidences étranges, de coïncidences que d'aucuns pourraient qualifier de fortuites et qui ne sont pas du tout fortuites à mon sens dans les événements. Il y a des incendies qui arrivent à point nommé à un moment, une conjoncture qui n'est pas forcément d'ailleurs nationale. L'incendie de Notre-Dame peut, au-delà, c'est une incidente que je fais, au-delà de la dimension purement urbanistique, de spéculation foncière, immobilière qui est derrière, qui est là. Alors je ne dis pas que ces projets spéculatifs, immobiliers et fonciers qui sont à l'origine de l'incendie de Notre-Dame. Mais il y a d'autres raisons que l'on peut voir qui s'entachent. Il y a une sorte de millefeuille qui montre que ça pourrait ne pas être tout à fait le hasard. D'ailleurs, de vous à moi, qui croit qu'il s'agit d'un accident et qu'un simple mégot aurait pu mettre le feu à cette forêt, puisque ça s'appelait la forêt, cette forêt pétrifiée depuis de 8 à 4 siècles. Tout le monde sait que le chêne durci par le temps, ça ne brûle pas. Bon, mais il y a d'autres événements, aussi bien d'ailleurs l'incendie de Lubrizol. Je regardais hier, est arrivé dans ma boîte le rapport relatif à la pollution, mais j'ai jamais vu jusqu'à présent de rapport relatif aux causes d'un incendie qui n'est pas intervenu dans les locaux de Lubrizol. Sachant que quelques semaines auparavant, ou sinon c'était au mois de juillet, je crois le 3 juillet aussi, pardonnez-moi si je n'ai pas la mémoire
totalement précise des dates. Je crois que c'était le 3 juillet. Il y avait déjà eu un incendie dans un établissement Lubrizol, mais au Havre. Lubrizol, vous le savez, qui appartient à un super milliardaire américain, et qui est donc à la fois française par les ouvriers, par son implantation, mais qui a des liens, des accointances au niveau international. Alors, pourquoi Lubrizol? On ne sait pas très bien, mais M. Castaner a parlé, en parlant de l'attentat de la préfecture, vous voyez, je viens de faire un cercle, il a parlé disant que le Michael Harpon, le perpétrateur de cette mini-tuerie, enfin 4 personnes quand même, il y avait eu des signaux faibles. On parle de signes faibles et de signaux forts. Il n'y avait pas de signes forts de radicalisation. Il y avait des signaux faibles d'islamisme. On peut penser que des événements comme Lubrizol sont aussi des signaux forts, des signaux forts, et pas faibles pour le coup, envoyés à tel ou tel, notamment au chef de l'État, ou à l'équipe, ou à tel groupe de pression. Il se passe beaucoup de choses sous la surface. Beaucoup de choses qui nous échappent complètement, puisque de toute façon, la presse n'est pas faite ni pour nous éclairer, ni pour décrypter ces événements. Beaucoup de choses sous la surface. C'est indéniable. Je cherchais un autre exemple récent. En tout cas, la tuerie qui intervient de la préfecture l'exact lendemain de la grande manifestation des policiers, du coup plus personne n'a parlé, ça a été comme une bougie que l'on souffle. La flamme s'est effacée, plus personne n'a parlé de cette manifestation des policiers. Alors était-ce aussi un signal faible, fort envoyé aux policiers? Était-ce une manière de les faire se taire? Je ne sais pas, je n'ai pas de conclusion définitive. En ce qui concerne les étranges coïncidences qui ont émaillé toute la durée de l'année dernière et de la crise des Gilets jaunes, je renvoie à mes premiers Gilets jaunes, à mon livre, il y en a 4 exemplaires, il n'y en a pas beaucoup, où je fais le catalogue des coïncidences. Vous vous souvenez qu'il y avait eu, par exemple, une boulangerie qui avait sauté, avec... il y avait eu 4 morts, je crois, ou plus. C'était pas 12, c'est pas là. Il y avait aussi une maison qui avait brûlé dans le 16e arrondissement, incendie volontaire. Alors là, c'était une femme, on avait identifié pour la boulangerie, c'était une fuite de gaz. Et à chaque fois, vous verrez la coïncidence, ça vient là aussi souffler un événement, estomper l'événement. Les feux de la presse, c'est le cas de le dire, vont se concentrer sur ce fait divers, qui en est plus qu'un. Il y avait eu aussi l'attentat, il y avait eu un attentat à Lyon. Je me demande s'il n'y avait pas aussi l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. À chaque fois, vous verrez que ça intervient dans un moment X propice dans un calendrier. Alors, on ne va pas faire de conspirationnisme outrancier, mais qu'il y ait une coïncidence une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la loi des séries n'explique pas tout. Alors, où en étais-je? Revenir aux Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes sont-ils morts? On nous a annoncé qu'ils étaient morts. Je viens de vous dire que tout au long de cet automne, enfin la fin de l'automne c'est le 21 décembre, c'est pas tout de suite, il y avait eu... ça rebondit en permanence. Alors, la différence avec les Gilets jaunes, c'est ça qui est intéressant, c'est véritablement, pour utiliser le vilain vocabulaire politique, c'est du transcourant. C'est-à-dire du transgenre, en faisant un peu d'humour, transgenre. C'est-à-dire, pas de distinction de classe sociale, tout le monde est mêlé, bourgeois, je peux vous le dire, je témoigne, je vois de grands bourgeois qui sont gilets jaunes, aussi bien. D'ailleurs, dans nos milieux, vous devez connaître le nom de Henri de Lesquen, grand bourgeois versaillais s'il en est, qui est un gilet jaune de la première heure. Donc, pas de distinction entre droite et gauche. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes remettent certainement ce distinguo droite-gauche, tout à fait, pas certainement, ils le remettent fondamentalement en cause. Pas de distinction entre les classes d'âge, pas de
classe d'âge, hein, c'est tout mêlé, même s'il y avait peut-être une prédominance des cinquantenaires au début, dans la phase plutôt rurale des Gilets jaunes. Sachant que au départ, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui démarre plutôt en province, sur un certain nombre de revendications, vous connaissez, mais je vous les rappelle, l'augmentation du fuel, du gasoil, pardon, pas du fuel. Le fuel, c'est le fuel domestique. Le gasoil, moi j'ai une voiture à essence, hein, c'est comme ça. La limitation à 80 km/h, et donc les radars. L'augmentation du prix, de l'augmentation substantielle et le côté tatillon des contrôles techniques. Je fais du bruit avec ça, c'est pas bien. Le côté tatillon des contrôles techniques, et qui doit se comprendre pour la province dans un contexte de désertification qui progresse. Ici, à Toulouse, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi qui habite dans une partie de la France qui est en fait un véritable désert démographique, si je veux aller au supermarché, je fais 40 km. Si je veux avoir un laboratoire médical, c'est 40 km. Une petite clinique ou un petit hôpital, c'est aussi 40 km. Et encore, nous sommes pas mal lotis. Donc imaginez, les gens pour travailler, le fils d'un de mes voisins, lui, faisait tous les jours 100 km aller, 100 km retour. Il n'est pas rare qu'on fasse 30, 40, 50 km pour aller travailler, quand on a la chance d'avoir du travail. Donc quand on augmente le gasoil, le gasoil, je ne sais pas comment on dit, non, parce que j'aime pas les mots anglais, hein, c'est mon genre de beauté. Il faut bien comprendre que on obère, c'est-à-dire on hypothèque toute l'économie. Des gens qui vivent au fond à flux tendu, avec des revenus qui sont pas extensibles et qui sont souvent aux alentours du SMIC. Donc l'allongement des distances, je n'ai pas parlé de la poste. Nous avons une poste à 12 km, ce qui n'est pas très très loin, mais elle est ouverte 3 matinées par semaine. Donc si on veut aller à la poste, si on a quelque chose d'urgent à faire, il faut faire 40 km tout de suite. Et ça, c'est pas, je pense, ce n'est pas un cas, le cas que je vous cite n'est pas un cas isolé en France. Donc c'est la France rurale qui a donné le là. Mais on a bien vu rapidement que le mouvement des Gilets jaunes, et là j'en fais un peu le tour, n'était pas un mouvement de la province contre Paris ou même contre les grandes villes. Même si dans les grandes villes, et si à Paris, les provinciaux dans un premier temps sont montés. On dit monter à Paris, mais on a bien vu que les populations étaient mêlées et se mélangeaient, même si l'on n'est pas encore à la convergence des luttes. Alors, j'ai dit qu'à l'automne, et c'est ce qui distingue les mouvements contestataires ou de colère de cet automne, c'est ce sont des mouvements catégoriels. Les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement catégoriel. C'est un mouvement, comme nous l'avons dit, de la France profonde, de ce que Maurras appelait le pays réel contre le pays légal, mais pas seulement contre le pays légal, aussi contre ce qu'on a coutume de nommer aujourd'hui la bobocratie, cette bourgeoisie bohème et relativement nantie que nous avons dans les villes et qui était avec moi tout à l'heure dans l'avion pour venir à Toulouse. On voyait bien que c'est des gens qui sont à l'aise et qui, après avoir travaillé éventuellement à Paris, eux, ils font pas 40 km, ils en font 800, ils reviennent, mais ils ont les moyens de le faire. Ils payent pas le fuel, enfin je sais pas quoi, ou le carburant de l'avion. Et donc, sans dire qu'il y a une cassure, mais c'est vrai qu'il y a une France, ce qu'on a appelé aussi la France d'en bas. Je parle du pays réel, mais c'est la France d'en bas. Cette France que je vais qualifier, et ça c'est un concept important, les oubliés, les laissés pour compte, même les laissés pour compte de la mondialisation.
de la mutation économique qui enrichit les uns ou qui met à l'aise les uns. Il y en a beaucoup dans nos grandes villes. Les uns qui circulent à trottinette, à vélo, et pas forcément en Vélib, et qui vont leur fin de semaine, qui ne viennent pas seulement à Toulouse, mais qui vont à Venise, ou qui vont aux Antilles, aux États-Unis, ou même parfois plus loin. Donc il y a quand même il y a deux mondes qui sont séparés. Il y a ce monde de l'enracinement et de la racine de l'identité française, de l'identité française. Dans mon sac, j'ai mon béret. Ce que monsieur Bernard-Henri Lévy n'aime pas beaucoup, il dit tout ce qui est béret, baguette, béret, bignou, mais odieux, voire mais insupportable, voire odieux. Bon, il nous a dit ce qu'il pensait de nous. Alors j'ai mon béret et j'ai constaté, parce que j'avais perdu ma casquette, et j'ai constaté qu'à Paris, plus personne ne porte de béret. Ah, monsieur a une casquette. Plus personne ne porte de béret, et c'est bien dommage, parce qu'après tout, on n'est pas très loin du Pays Basque ici. Et le béret est passé de mode, mais enfin, le béret, ça coupe par un temps pareil, ça couvre bien la tête, surtout quand on vieillit, on perd ses cheveux, et ça rafraîchit. Alors, cette France qui s'est mélangée de façon assez détonnante entre cette France rurale, cette France d'en bas, cette France périphérique, de la périphérie, face à une société habitant des villes-mondes. Paris est une ville-monde. Barcelone, ça vous expliquera peut-être beaucoup de choses, est une ville-monde. Londres est une ville-monde. Berlin est une ville-monde. Vous voyez, je vous donne des concepts qui sont quand même des concepts importants pour comprendre le mouvement. Là, il y a un chiasme qui s'est créé, il y a un désaccord, et même ce sont des mondes qui viennent étrangers l'un à l'autre. Il y a d'un côté les nomades, ceux qui appartiennent à ce que M. Macron appelle l'économie liquide, l'économie fluide, c'est un concept allemand, l'économie liquide. L'économie liquide, et puis il y a ceux qui ont leur terre au pied, ce que M. Bernard-Henri Lévy appelle les franchouillards. Béret, baguette, bignou. Et M. Bernard-Henri Lévy n'aime pas cette France-là, mais pas du tout, du tout, du tout. Et donc, il n'y a pas eu de choc, puisque les Gilets jaunes ont conduit ce qu'on a appelé une insurrection civique. C'est-à-dire, ils se sont dressés, mais en l'absence de toute violence. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a eu de la violence. Ben oui, il y a eu de la violence. Mais est-ce du fait des Gilets jaunes? Ou alors, à la rigueur, quelques isolés, ou quelques gars qui avaient bu un verre de trop, par exemple. Mais les Gilets jaunes n'ont jamais commis de violence. Ceux qui ont perpétré des violences, vous le savez comme moi, ce sont les antifas, ceux qui m'ont fait interdire. La dernière fois, je suis venu à Toulouse, j'ai pris le train, je suis arrivé, je suis reparti. Enfin, si, j'ai été dormir chez un de nos amis qui est au fond de la salle, qui m'avait accueilli très gentiment, mais qui avait menacé de tout casser si la réunion avait lieu. Donc c'était pas une expérience très agréable. Mais enfin, maintenant, je sais que je ne suis pas le seul, puisque M. Hollande s'est vu aussi interdit de parole. Madame Agazinski, qui est, si je ne me trompe, qui est l'épouse de M. Jospin, a voulu parler à Sciences Po à propos de la loi sur la bioéthique, c'est-à-dire la question de PMA et de GPA. Elle s'est vue interdire de parole, et il y a beaucoup de gens qui se voient interdire de parole, et de plus en plus, et un peu partout. On se demande bientôt d'ailleurs quand aura-t-on le droit de parler et de quoi. Grâce à ER, nous sommes ici tous réunis. Alors, je reviens sur mes gilets jaunes, qui sont une exception non pas historique, mais qui représentent un cas tout à fait particulier, et pour ne pas dire exceptionnel. Il y a eu dans le passé, le mouvement poujadiste. Et puis il y a eu le sidunatiste. Encore que le mouvement poujadiste était un mouvement plutôt corporatiste, pour les commerçants, les artisans, également pour le sidunati. Corporatiste, c'est-à-dire défendant des intérêts de certaines catégories sociales ou d'un regroupement de catégories sociales. Ce qui n'est pas le cas
des gilets jaunes qui revendiquent des droits. Ils revendiquent d'ailleurs une certaine justice sociale, mais c'est un concept sur lequel on pourra revenir. Ils ne demandent pas l'égalité. Mais la justice sociale, oui, ça existe. L'égalité, moi, personnellement, je suis un méchant homme. Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'égalité. Je vois, j'ai des amis qui ont tous leurs cheveux, qui, à mon âge, lisent sans lunettes, qui ont jamais un pet de travers, alors que moi, j'ai 2 hanches artificielles, j'ai des grosses insomnies, etc. Donc, l'inégalité entre les hommes est monumentale. Et ce n'est pas prêt de changer. Récemment, on peut voir comme mouvement non catégoriel, ça c'est complètement oublié, ça a peut-être été limité à Paris, les grandes manifestations, et c'est vraiment de grandes manifestations, j'y suis allé, donc j'en témoigne, contre la guerre d'Irak. Où, chose étonnante, il y avait aussi bien des trotskistes, le Parti communiste devait y être aussi, mais il y avait des bourgeois de partout, tout le monde, toute classe confondue, parce que la guerre nous faisait peur, et on avait raison d'avoir peur. La France, d'ailleurs, n'y est pas allée. Et elle a bien eu raison. Je ne sais pas si c'était de bonnes ou de mauvaises raisons de ne pas y aller, mais nous en sommes abstenus. Et nous l'avons payé cher. Là aussi, c'est une incidente. On a complètement oublié que l'Allemagne n'y est pas allée. Le Canada, premier allié des Américains, n'y est pas allé en 2003. Mais on a frappé sur la France, puisque la France avait peut-être une valeur symbolique que ni l'Allemagne, qui avait peut-être des circonstances atténuantes, ni le Canada n'avait. Donc il y a eu de grandes manifestations. Et puis, c'était en 2016, en novembre, si je ne me trompe, il y a eu la manifestation pour tous. La manif pour tous. C'est pas la manifestation, c'est la manif pour tous. Là aussi, c'était... Alors, vous allez me dire, c'était des catholiques. Bon, enfin, la France, avant d'être athée ou agnostique ou laïque, a été catholique. Et nos grands-pères, nos grands-mères, nos aïeux étaient souvent... Pas toujours, mais souvent de fervents chrétiens. Donc la manif pour tous regroupait là aussi toutes sortes de... C'était un mélange, pas de distinction d'âge, pas de distinction de classe sociale, pas de distinction d'idées politiques. On pouvait être à gauche, à droite, on peut être... D'ailleurs, il y avait des communistes de gauche ou des chrétiens de gauche, ceux-ci qui ont des idées plus ou moins socialisantes ou progressistes, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on voit où nous mène le progrès aujourd'hui. Donc, mais depuis 2003, depuis 2016, et même bien avant, on n'avait jamais vu de mouvement qui ne soit pas plus ou moins catégoriel. Et ce que l'on a vu à l'automne, c'est des mouvements qui sont certainement catégoriels, qui le sont, les pompiers. Hein, les pompiers, c'est catégoriel. Les policiers dont j'ai parlé, il y a eu, qu'y a-t-il eu d'autre ? Les urgentistes, les policiers, j'en oublie forcément, il y aura les pompiers qui se seront fait, vous l'avez remarqué, gazés, matraqués et flashballés, c'est un néologisme, autant qu'il était possible, enfin il n'y a pas eu de mutilés, autant qu'il était possible, et beaucoup plus durement que les Black Blocs ou les Antifa. C'est quand même étonnant qu'un État tape assez durement sur d'autres fonctionnaires de l'État. Sachant également que parmi les pompiers, il y a je crois que c'est le corps des pompiers de Paris qui fait partie de l'armée. C'est pas des bénévoles, ce sont pas des volontaires, ce sont pas des personnels communaux. Ça fait partie prenante. Quand ils défilent, on voyait ils défilaient avec leur FAMAS, leur fusil d'assaut aux côtés. Bon. Donc l'État, par une sorte de réaction auto-immunitaire, contra-immunitaire, frappe sur ses propres troupes, aussi bien les policiers que les pompiers. En ai-je oublié ? Je ne sais pas. J'en ai oublié certainement. Alors, et vous allez voir où je veux en venir, dans ces manifestations de colère, de ressentiment, de mécontentement, que j'ai qualifié de catégoriel, il faut exclure l'idée de corporatisme. Parce qu'au fond, ces gens ne manifestent pas seulement
pour eux et pour eux seuls, ils manifestent contre un système, contre un type de gouvernement. En l'occurrence contre Macron. Et ça, les Gilets jaunes, qui n'étaient pas politisés au départ, ni à gauche, ni à droite, bien qu'on ait voulu nous faire croire, on nous a dit l'extrême droite, l'ultra-droite, il y a eu une photographie d'Hervé Ryssen, ils étaient 10, hein, même pas, d'Hervé Ryssen aux Champs-Élysées, qui est paru en première page, en première de couverture, première de couve, sur Paris Match. Vous êtes au courant, non ? Oui. Donc l'ultra-droite. Enfin, ça a fait longtemps long feu, avec des méthodes journalistiques assez moches, assez détestables, mais comme toutes les méthodes journalistiques, de renvoyer dos à dos, gauche et droite. On croit que c'était la même chose, qu'il y avait des extrémistes de gauche et des extrémistes de droite. Je veux dire, personnellement, mais là aussi, je vous ai dit que j'étais un fort grand méchant homme, grand, je ne sais pas, mais un fort méchant homme. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une droite un peu solide, un peu méchante, qui se manifeste et qui, sans aller jusqu'à des débordements condamnables, manifeste sa présence et sa solidité. Malheureusement, c'est pas le cas. Il ne faut pas que je perde le fil. Je disais donc, oui, corporatisme catégoriel, réaction catégorielle, ce ne sont pas des réactions corporatistes au sens français, faites attention, parce que maintenant on parle toujours de corporation au sens américain, mais corporation ça veut dire firme, une firme, un groupe industriel, ça n'a rien à voir. La langue française est archi polluée par des mots qui n'ont plus de sens pour nous, qu'on utilise à contresens, nous tous ici présents, pas, moi j'essaye d'éviter, mais j'y arrive pas toujours. Vous voyez, le mot, je vous donne un mot, mais ça va vous choquer. Le mot que vous utilisez 10 fois par jour, opportun, une opportunité. Mais c'est pas ça en français. Une chose est opportune ou ne l'est pas, mais on utilise le mot d'opportunité à la place du mot, par exemple, occasion ou possibilité. Hein, si vous pensez à ça, mais il y a des mots comme ça, il y en a 200, 300 qui tourbillonnent et qui déforme notre langage, déforme notre capacité de penser. On va pas faire une conférence sur l'univers orwellien dans lequel... et là encore, le mot opportunité n'est pas le pire. Donc, créer de la confusion. Si les mots n'ont plus de sens précis, de définition précise, on ne peut plus désigner les choses de façon précise, et donc il y a un flou de la pensée, même dans les échanges, dans la communication. Chacun communique avec son petit téléphone, ou par le truchement de son téléphone. Alors pour ceux ici qui seraient d'origine orientale, truchement c'est un mot arabe. C'est drôle, mais c'est un mot bien passé, comme redingote. Vous voyez, petit cours linguistique. Redingote est passé, ça vient de redingote, anglais, et c'est passé dans la langue française. Et autrefois, les journalistes avaient ce qu'on appelle aujourd'hui des fixeurs, c'est-à-dire des gens qui les aident à se repérer dans un pays, qui les guident, qui leur servent d'intermédiaire. On appelait ça un drogman, et ça donnait en français le mot truchement. Voilà, je referme la parenthèse linguistique. Donc, surtout pas le mot corporation au sens anglo-saxon. Corporation, c'est on défend. On avait autrefois les corporations qui ont été démantelées par la loi Le Chapelier pendant la Révolution française. C'est quoi ? C'est 1791, la loi Le Chapelier ? Oui, sans doute. Qui interdisait tous les groupements ouvriers ou professionnels. Les corporations faisaient la police à l'intérieur de leur corps de métier, si je puis dire, veiller à la qualité, à l'emploi, à la sécurité. Les corporations jouaient un rôle très important. Et les corporations étaient ce qu'on appelle un corps intermédiaire. Alors, voici quelques années, je ne veux pas me vanter, mais d'avoir réintroduit cette notion de corps intermédiaire qui avait complètement disparu du vocabulaire politique. C'était un corps intermédiaire. Maintenant, l'État ayant supprimer les corps intermédiaires, en grande partie, mais ils se reconstituent, autant que faire se peut. Pour les corporations, il aura fallu un siècle avant qu'ils ne se reconstituent, que les corporations ne se reconstituent sous forme des syndicats. Et puis pendant un siècle, le monde du travail, artisans, commerçants et ouvriers et manœuvres, n'avait plus d'organisation représentative.
Donc pensez à ça. Donc ça, c'était les corporations d'antan qui défendaient des intérêts corporatifs. Mais quand les médecins défilent, comme il y a 2 jours, pour le personnel hospitalier, et là, Macron commence à prendre peur. Il aura annoncé cette semaine, mercredi, nous allons avoir des annonces fracassantes, on va vous donner tant de milliards. Mais vous savez comment ça se passe en général. On déshabille Paul pour habiller Pierre et vice-versa. Donc l'argent qu'on va donner aux médecins, on va le repiquer ailleurs, c'est un circuit fermé. Et donc ces gens défendent l'hôpital public, le service public, un service public qui se porte de moins en moins bien d'ailleurs, à tous les niveaux. On le voit on le voit partout. La crise des urgentistes a été un révélateur. Mais on ne peut pas non plus donner à tous les nouveaux arrivants en France la couverture médicale universelle, la fameuse CMU, sachant d'ailleurs qu'il existe un tourisme médical qui envahit d'abord, qui passe par les urgences, puis qui entre dans le système, et puis ça se chiffre. Cette évasion, qui n'est pas fiscale, mais cette évasion sociale, actuellement, on découvre, c'est pas pour exonérer les riches, les super riches, que les super riches peuvent payer. Les riches, maintenant, ça c'est une autre affaire, parce que le jour où il n'y aura plus de riches, il n'y aura plus que des pauvres. Mais c'est ce tourisme, cette évasion c'est pas de l'évasion, cette fraude sociale se chiffre actuellement à plusieurs milliards de francs que l'on va aller chercher dans nos poches, en augmentant nos cotisations. Et vous, quand vous voudriez vous faire opérer à l'hôpital, vous ne pourrez pas parce que vous ne serez pas prioritaire. Si un mineur étranger déficient rénal arrive en France, il est pris en charge immédiatement en totalité, en intégralité, et il sera prioritaire pour les greffes de reins. Alors que vous, si dans votre famille quelqu'un a besoin de ce type de greffe, il devra attendre des mois, voire parfois des années. Alors revenons là-dessus. Donc c'est pas quand les médecins se battent pour le service de santé, ce n'est pas purement corporatiste. Même si, dans l'apparence, c'est catégoriel. Donc, au fond, que font-ils, si ce n'est que prolonger le mouvement de contestation du système des Gilets jaunes ? Il y a une continuité, il n'y a pas de discontinuité. Au moment même où donc toutes ces vagues après vagues, semaine après semaine, ces gens défilaient dans les grandes villes et plus spécialement à Paris, on nous disait mais les Gilets jaunes sont morts, ils sont résiduels, même s'ils se regroupent, il y a un petit rougeoiement là-bas, à Toulouse, à Saint-Étienne, que sais-je. Alors j'ai dit et j'ai écrit longtemps, et je l'ai même mis parfois en dédicace, que pour moi, les Gilets jaunes ne sont pas morts parce qu'ils ne peuvent pas mourir. Parce que la situation est telle que les choses ne devront pas se calmer. Elles ne peuvent pas se calmer comme ça. J'ai dit, les Gilets jaunes, la braise des Gilets jaunes continue à rougeoyer sous la cendre du silence médiatique. Alors ça peut être un chapitre de mon intervention, vous parlez du traitement médiatique des Gilets jaunes. Alors, le gouvernement, selon la formule bien connue, vous la connaissez toutes, qui exerce très très mal le pouvoir de notre point de vue à nous, Français de base, mais pas du sien, parce que le sien, c'est le Français de base, finalement, il s'en fiche. Et même il s'en contrefiche. C'est pas son propos. On doit moderniser, c'est-à-dire on doit restructurer le monde, restructurer la France, fondre la France dans l'Europe, démanteler la France. Si demain matin la Catalogne est indépendante, on aura aussi Perpignan indépendant. Puis après, pourquoi pas le Pays Basque, les Bretons. Donc ça en sera fini de 1000 années de France. Mais est-ce que les Bretons, les Basques, les Catalans, les gens des Flandres là-bas, qui sont pas forcément des ch'tis d'ailleurs, les Alsaciens ou les Languedociens auront leurs propres ambassades, leurs propres fonds? Alors on aura une armée européenne.
Nous aurons une armée européenne, c'est d'ailleurs, il y en a qui y pensent plus que fortement, et cette armée européenne, le jour où il y aura des troubles en France, c'est l'armée européenne, comme il existe déjà une gendarmerie européenne, qui viendra mater les mutins, les rebelles, et chacun, on aura réalisé l'Europe des régions, dont rêvait pas seulement la gauche, d'ailleurs, il y avait une gauche fédéraliste, mais également la nouvelle droite à une certaine époque, dans une logique d'empire, on voulait une Europe des régions qui aurait tenu comme ça debout par le miracle ou par l'opération du Saint-Esprit. Ne perdons pas le fil. Donc je disais que le feu des Gilets jaunes couvait sous la braise des Gilets jaunes, on va garder la formule comme ça, couvait sous la cendre du silence médiatique. Alors là, il faut voir comment le pouvoir, qui est incapable, mais ça c'est quelque chose que nous pouvons développer, de gérer dans l'intérêt profond, dans l'intérêt général profond et dans le sens du bien commun, parce qu'ils s'en contrefichent, nous ne sommes plus là que pour payer. Il faut payer la dette. La dette, alors bien sûr, les taux sont négatifs, mais vous vous souvenez qu'il y a malgré tout ce qu'on appelle un service de la dette. Alors j'ai cherché pour vous, mais je n'ai pas cherché trop longtemps, le montant du service de la dette. On ne le trouve pas. On trouve le montant de la dette, mais qui s'arrête en 2016. C'est-à-dire, mais j'imagine, fin 2016, début 2017. Mais pour trouver des chiffres exacts, il faut se lever de bonne heure. Vous remarquerez avec moi que sur certaines fiches Wikipédia, d'ailleurs, il faut lire des tartines et des tartines avant d'arriver au point dur, à l'endroit où l'information est cruciale, où elle est significative. Je passe mes journées à ça, à travailler et à chercher, et je peux vous dire que l'information, parfois, une note de bas de page me demande une demi-heure, 40 minutes de recherche pour arriver à trouver la bonne information. Et encore, faut-il se lever de bonne heure. Alors, nous étions sur les revendications qui s'inscrivent dans la mouvance des Gilets jaunes. Alors le traitement médiatique de la crise des Gilets jaunes. C'est passionnant, ça mériterait une conférence en soi. La façon dont les Gilets jaunes ont été présentés et perçus par la presse. Alors, je vais prendre un exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure dans les grandes manifestations transversales, transgenres, c'est-à-dire transclassistes, en dehors des classes sociales, en dehors des clivages droite-gauche, des clivages politiques. Le mouvement des Gilets jaunes, j'y reviendrai, n'est pas un mouvement idéologiquement marqué. Il ne se dit pas à gauche, à droite, c'est vraiment un mouvement de fond. Hier soir, j'avais à la maison une équipe de télévision russe qui comprenait rien et qui arrivait de Russie, qui pour 2 jours et qui voulait aller aux Champs-Élysées, ils y sont certainement actuellement, qui comprenaient rien à ce qui se passait. Alors eux étaient conspirationnistes, là aussi j'ai ouvert une parenthèse que je refermerai au besoin avec votre aide, pensaient qu'il y avait des aides extérieures. Ils voyaient ça un peu comme, je ne sais pas pourquoi, Soros, par exemple, voudrait faire une révolution de couleur, une révolution orangée en France, ou en tout cas jaune, contre M. Macron, puisque M. Macron, c'est l'homme de Soros. Enfin, ou l'équivalent. Monsieur Trump non plus, même si Monsieur Trump n'appartient pas au clan démocrate qui essaye de l'éjecter. Donc ils avaient cette idée, mais non, mais il y a des aides extérieures, c'est pas possible. Ils pensaient qu'il y avait une organisation, mais non, je dis il n'y a pas une organisation, c'est véritablement un mouvement, c'est ça aussi sa caractéristique, spontané. Et spontané parce que c'est une colère qui monte de loin, qui vient de loin, qui monte de profond, des entrailles. Et j'ai ajouté, je l'ai dit, de gens au fond d'une France qui ne veut pas mourir. C'est une sorte de réflexe qu'on appelait autrefois de manifestation de l'instinct de conservation. Vous savez, vous tombez à l'eau, vous ne savez pas nager, mais vous débattez, vous essayez l'instinct de conservation, relayé par l'adrénaline libérée dans le corps, se manifeste pour vous faire réagir. Donc on assiste à cette réunion, c'est ça qui est d'ailleurs extraordinaire, dans ce mouvement qui est exceptionnel par la durée, mais parce que la crise des Gilets jaunes répond à une crise tout à fait exceptionnelle de dépérissement de l'État.
reposez-moi des questions tout à l'heure. Ce que je veux dire sur dépérissement de l'État, c'est traité dans mon livre L'imposture ou la mort programmée de l'État-nation. C'est édité par Contre-Culture. Hein. Il est là. Et de dépérissement de l'État, mais également de destruction, c'est encore plus simple que ça, de destruction de la nation. Le but des grandes lignes directrices stratégiques de la mondialisation, c'est la destruction de l'État-nation. Monsieur Rothschild, d'ailleurs, nous l'avait dit à une certaine époque, le dernier verrou à faire sauter, c'est celui de l'État-nation. Tous dégueulent, pardon pour le mot, dégueulent sur l'État-nation. Monsieur Attali, celui qui voulait euthanasier les vieillards à partir de 60 ans, si tant est qu'on soit un vieillard à 60 ans, hein, je vous laisse réfléchir à la chose, il a dépassé 60 ans, donc il n'en parle plus, trouvait que les vieillards coûtaient cher, enfin les vieillards entre guillemets, coûtaient cher, et il fallait leur proposer l'euthanasie. Vous en souvenez, hein, tout le monde l'a dit, ça a été dit et redit, ces gens-là veulent un monde nomade, un monde déraciné, où tout le monde entrerait et sortirait, sans limite ni frontières. C'est un monde libéral et ultralibéral. Là aussi, ça serait le sujet d'une autre conférence, mais ce n'est pas moi qui vous la ferai. N'oubliez pas que la Révolution française est essentiellement une révolution libérale. La doctrine du libéralisme, c'est laisser faire, laisser passer. Et quand je parlais tout à l'heure de la destruction des corporations, et qu'il a fallu un siècle plein pour commencer à reconstituer des syndicats ouvriers, notamment sous la poussée de l'Église, de la doctrine sociale. Il y a une encyclique sur la doctrine sociale de l'Église, et puis quelques grandes personnalités des économistes et des industriels chrétiens. Doctrine sociale de l'Église, qu'on a oublié, ne comptez pas sur TF1 pour vous faire de l'histoire. Ça, c'est hors de propos et hors de question. On crée un monde libéral où tout se change, tout se vend. Et d'ailleurs, nous y arrivons, puisque maintenant, M. Berger nous a expliqué, lors de la manifestation pour tous en 2016, que vendre son ventre pour faire des enfants, vendre son ventre, vendre sa matrice, son utérus, c'était pas pire que de vendre ses bras pour travailler à l'usine. Je pense qu'il y a une différence de nature. Mais M. Berger, lui, ne pensait pas, le diable et son âme, c'est peu charitable, lui, il pensait véritablement. C'est ce même M. Berger qui a dit publiquement que si une bombe sautait sur le passage de la manifestation pour tous, donc M. Berger était un terroriste dans l'âme, ça ne le chagrinerait pas plus que ça. Vous pouvez chercher ce que je dis. Généralement, je ne dis pas d'âneries. Hein. Tout ce que je dis est sourçable, avec des références, et je ne fais pas. Mon discours n'est pas un discours de propagande. C'est un discours de sociologue, de politologue, de quelqu'un bien sûr qui est engagé intellectuellement, mais je ne raconte pas de fables. Quand je parle de M. Attali, alors M. Attali d'ailleurs, puisque nous étions sur l'ultralibéralisme, M. Attali vient de nous sortir, et j'ai dit que la nation était l'ennemi et le dernier des verrous à faire sauter. M. Attali vient de nous dire que le souverainisme, le nationalisme, le souverainisme, qui est pourtant... c'est pas la forme la plus dure et la plus aiguë, c'est le souci d'avoir une identité collective, d'avoir une identité éventuellement nationale, d'avoir une homogénéité linguistique, une relative homogénéité culturelle. Linguistique, c'est préférable d'en avoir une parce que sinon les hommes ne sont plus libres en ne communiquant plus entre eux. Donc d'avoir une identité, d'appartenir à une communauté. Alors, vous mettez national ou pas, une communauté, mais qui soit cohérente, organisée et reliée par... ça donnait le mot religaré, religion, reliée par
un héritage culturel, un héritage historique, un héritage confessionnel, le cas échéant. Moi, je ne renie pas mon héritage confessionnel, parce que je pense qu'il est partie prenante de notre identité, et que même si on dit que le droit, c'est le droit, le code civil est essentiellement un code inspiré par la morale chrétienne. C'est comme ça. C'est peut-être détestable de le dire aujourd'hui, mais c'est une réalité. Donc, alors, Monsieur Attali, récemment, vient de nous sortir, le nationalisme, le souverainisme, tout ça, c'est du racisme. Donc, si vous vous aimez vous-même, si vous fermez la porte de votre maison, si vous fermez la porte du jardin, si vous fermez les volets, et donc vous excluez les autres, vous êtes un raciste, et même M. Attali n'a pas eu peur d'ajouter, même un antisémite. Certains d'entre vous sont au courant des propos de M. Attali. Donc ces gens n'ont peur de rien. On nous a culpabilisés avec tout, et on continue à nous culpabiliser. Nous sommes coupables de tout. Nous sommes coupables d'exister, et au fond, tous ces gens nous demandent, et au fond même peut-être un peu l'actuel titulaire du siège de Rome, nous demande d'ouvrir en grand les portes de la ville 10 et de laisser entrer le flot montant de toute la misère du monde, aurait dit le Premier ministre Michel Rocard. Malheureusement, si nous accueillons toute la misère du monde, nous serons engloutis avec elle. Les appartements sociaux dans la région parisienne ne vont plus jamais à des Français, français, en tout cas qui se sentent français, qui aiment la France et qui aiment le pays dans lequel ils vivent, habitent, prospèrent et élèvent leurs enfants, mais à des gens qui ne parlent pas le français, qui arrivent, et donc les Français sont refoulés, les Français font de moins en moins d'enfants, et s'il est de plus en plus difficile de les élever. Et les Gilets jaunes en ont bien conscience, puisque au moment il y a juste un an, on a dit que les Gilets jaunes se rebellaient parce que leur revenu étant tellement faible, j'ai parlé d'économie à flux tendu, d'économie domestique à flux tendu tout à l'heure, les Gilets jaunes ayant une marge de manœuvre financière, économique extrêmement faible, ne pourraient plus faire de cadeaux à Noël. Mais c'est même pas ça. Tout le monde sait que la génération des 50 ans, celle qui est née dans les années 60, aide les enfants et les petits-enfants. Si on regarde bien, si vous regardez autour de vous, les parents aident leurs enfants et continuent à les aider. Et grâce au ciel, il y a encore des minimums de structure familiale qui fait qu'il y a une entraide familiale qui supplée. Vous êtes d'accord? Non? Non, mais ça dépend des familles, bien entendu. Moi, je parle de l'espèce de France profonde dans laquelle je suis, qui est en pleine dislocation aussi. Hein. Je ne vais pas vous faire de la sociologie, c'est même plus de la sociologie, c'est de l'anthropologie. Hein. Donc ça fait partie de l'économie, mais ça, autant on s'est préoccupé de l'économie parallèle dans les banlieues, c'est-à-dire que pendant ces 40 dernières années, on a laissé prospérer les narcotrafics, notamment le hashish, parce qu'on disait que ça compense le chômage, que les grands frères qui vendent de la drogue peuvent payer les études du petit frère, de la grande sœur, etc. Maintenant, on arrive quand même à un point limite. Vous avez vu ce qui s'est passé peut-être, mais alors là, la presse aussi, éteignoir. Ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, et puis plus récemment à Chanteloup-les-Vignes. Donc c'est un chapiteau des arts du cirque et du spectacle qui a été incendié, qui était tout neuf. Hein, ça coûte quand même 1 ou 2 ou 3 millions d'euros. Mais ce qui était plus intéressant, c'est qu'il y avait eu auparavant un véritable guet-apens tendu aux forces de police. Hein, une trentaine de... Alors on a dit... je ne sais pas si c'est M. Castaner qui a dit ça. Il a dit que c'était des jeunes imbéciles, des idiots. Ben non, ça porte un nom, on s'appelle des voyous. Et plus que des voyous, ça s'appelle des délinquants et des criminels. L'incendie volontaire, c'est un crime en France. C'est passible des assises. C'est 10 ans de prison. C'est pas quelque chose d'anodin.
Hein, à force de dire à des jeunes idiots, ils craquent une allumette pour s'amuser, on fait flamber les voitures comme ça. Vous remarquerez que les statistiques du ministère de l'Intérieur ne paraissent plus concernant les voitures brûlées, que ce soit au moment du mondial de foot, que ce soit le jour de la Saint-Sylvestre, ou que ce soit le jour de l'Aïd. On n'en parle plus. Alors, quand je dis ça, c'est pas de l'anti-islam de base, hein, je fais. Je parle de voyous, ces gens-là n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir véritablement avec l'islam de leur père ou de leur grand-père. Et donc, ce sont des criminels, je crois que c'est 400 000 euros d'amende pour qui met un incendie volontaire. Donc là, on passe l'éponge. Mais si ER lève le petit doigt, comme Soral a souvent raison, très souvent, lui, pour l'instant, il cumule 4 années de prison ferme, qu'il ne fait pas. D'ailleurs, vous savez que Soral, c'est pas un secret, il est parti habiter en Suisse. Alors, il revient sans doute de temps en temps en France ou à Paris, mais il doit se méfier un peu quand même. Rissen, lui, c'est 2 ans. Enfin, bon, Rissen, maintenant, étant zémorifié, je pense que le risque pour lui est un tout petit peu moindre, mais enfin il est réel quand même. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas parler dans ce pays. Donc c'est pour ça que cette assemblée est aussi tout à fait exceptionnelle. Alors où en étais-je? Le traitement. Oui, je retombe sur mes pattes comme un vieux chat. Le traitement médiatique des Gilets jaunes a été... donc on a dit bon, bah, c'est un feu de paille, c'est parce que les cinquantenaires ne pourront pas offrir de jolis cadeaux à leurs enfants et petits-enfants le jour de Noël. C'est pas ça du tout. Hein. Donc on a essayé de minimiser, de minorer. Et puis après, quand les premiers incidents sont intervenus, notamment les dégradations à l'Arc de Triomphe, on a dit, vous voyez ce que sont les Gilets jaunes, et alors la presse a mis le paquet là-dessus, mais littéralement a mis le paquet. Alors j'ai suivi, là, beaucoup moins parce que ça me fatigue, je regardais CNews, BFM, sur BFM un peu moins, plus beaucoup LCI, France Info, et puis Euronews et France 24, et je vais en oublier. Et il est clair, surtout sur LCI, BFM, et aussi sur CNews, mais c'était moins, on avait des plateaux, s'il y avait 5 personnes, il y avait 2 commissaires politiques. Alors on avait ressorti de la naphtaline tous les anciens 68A qui sont passés au macronisme, style Serge Julie, qui n'est pas capable d'annier 3 mots de français, qui a été le patron, créateur, fondateur, c'est Jean-Paul Sartre plutôt, et puis des fonds qui venaient de je ne sais où, de je ne sais quelle banque, qui a fondé Libération. Mais je ne vais pas vous citer Judith Wentraub du Figaro Magazine, je crois. On a une dame qui s'appelle Gantois, qui a une drôle de tête. On la verrait plutôt dans la savane africaine. Et je suis très méchant. Et puis, je respecte rien. Alors, le nombre de commissaires politiques était là. Alors, certains très intelligents. Il y avait un David Veil. Je ne sais pas si c'est David Veil. Très, très intéressant. Frotté de psychanalyse. Il y a de plus ou moins bonne qualité, mais qui recadrait toujours et qui donnait la ligne à suivre. Et on sait comment ça se passait quand un gilet jaune, au début, était invité. Le gilet jaune avait une meute autour de lui. J'arrive à la fin de mon temps de parole ? Non. Bon, on a encore tellement de choses à dire. Mais vous me poserez des questions, ça sera tout aussi sympa. Quand le pauvre gilet jaune arrivait, on le recadrait tout de suite, on le canalisait, on lui disait, on lui montrait les limites. Et puis, s'il avait trop d'appétence à la parole ou trop de facilité, on le réinvitait pas. J'ai pas vu beaucoup, d'ailleurs à l'époque, on l'a vu un petit peu parce qu'elle était médiatique, Priscilla Ludowski, qui était une jolie dame avec un nom polonais et qui est une dame d'origine, exotique. Mais elle, on l'a pas beaucoup vue non plus. Hein, c'est les vrais porte-parole des Gilets jaunes, on les voit pas. C'est comme ça. Alors, il y a des choses importantes à dire. En 10 minutes, on va aller à Brie-la-Battue,
c'est court 10 minutes. Pensez à la façon dont l'éteignoir a été mis sur les gilets jaunes. Je viens de parler des actions de dégradation aux Champs-Élysées, mais après, il y a eu le feu, alors on ne sait pas où il a pris, sur le Fouquet's, le café emblématique à l'angle de l'avenue Georges V, où M. Sarkozy avait fêté son triomphe, parce que maintenant c'est dans les bistrots que je fête le triomphe, l'accession à la plus haute magistrature de la République. Il y a eu toutes sortes des façades de banques qui ont été attaquées, toutes sortes de choses. Mais il faut bien comprendre que ces gens n'étaient pas non seulement des gilets jaunes, qu'ils étaient encagoulés, que je ne me souviens pas qu'aucun ait jamais été arrêté, que les bouches de métro étaient ouvertes, qu'il n'y avait pas... Il y a un dénommé Xavier Hofer, qui est un qui est bien compétent sur les questions de maintien de l'ordre et de sûreté civile, qui intervient de temps en temps sur Boulevard Voltaire. Il donne des petits entretiens, c'est un monsieur qui n'est pas tout jeune, et il nous disait, mais les Black Blocs, etc., quand ils franchissent, parce qu'ils arrivaient d'Allemagne, ils arrivaient de Belgique, on sait, ils sont tracés comme les vaches sont tracées avec leurs trucs dans les oreilles. À la minute près, on connaît leur parcours. On sait à quelle gare ils débarquent, parce que, entre autres, ce sont des mouvements qui sont entièrement noyautés par des agents doubles, des infiltrés, etc., qui sont eux-mêmes déguisés. Donc, on voit bien que ces gens étaient des supplétifs qui ont été laissés, auxquels on a laissé, que l'on a laissé faire, afin de discréditer le mouvement des Gilets jaunes, pour le casser. Alors ça a bien marché parce que les gens en province et ailleurs, mais nous on manifeste pour nos droits, nos droits à vivre décemment, nos droits à vivre de notre travail, à pouvoir élever nos enfants décemment, à pouvoir aller travailler à 40 km de chez nous, à 50 km, mais sans que ça représente un budget exorbitant. Donc ça a déjà entraîné un certain reflux. Et je vais vous dire une chose dont je suis persuadé. L'autre soir, j'ai enregistré une émission, vous pouvez, en 2 jours, 15 000 vues. J'ai enregistré une émission de télévision avec un gars qui était derrière la caméra et qui, lui, a eu la mâchoire fracassée par une de ces balles en caoutchouc meurtrières. Vous savez d'ailleurs, je vais prendre 2 minutes de plus, vous savez d'ailleurs que les munitions qui sont utilisées par ces lanceurs de balles, c'est un engin suisse, ne sont pas la munition de dotation, mais d'autres munitions plus puissantes. Je suis persuadé que la technique qui a été utilisée était une technique destinée à blesser volontairement, à mutiler volontairement les gens, et que les tirs au visage n'étaient pas des tirs hasardeux faits par des gens qui n'étaient insuffisamment formés. Alors il faut certainement exonérer, je ne vais pas faire d'enquête parce que ce n'est pas mon métier de faire une enquête, que ce soit les compagnies républicaines de sécurité, que ce soit les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, les gardes mobiles, c'est l'armée, les gardes mobiles, compagnies républicaines de sécurité, gardes mobiles, ou autres. Ces gens-là n'ont certainement pas tiré pour meurtrir, n'ont pas certainement tiré pour blesser, mais il y avait des gens qui étaient habillés comme des Kairas, des racailles, alors pas tous non plus, qui étaient des gens de la BAC, des brigades anti-criminalité. Alors il y a des gens certainement très honnêtes dans les gens de la BAC, mais il y a aussi des éléments douteux. Ce sont des gens qui sont en contact permanent, constant avec la voyoucratie, qui d'ailleurs les recrute. Il y a des échanges, il y a une perméabilité, il y a une osmose. On l'a vu dans la Fermera qui a touché Toulouse. Puisqu'il avait un correspondant à la DGSI, qui ne s'appelait pas la DGSI à l'époque, mais il n'importe. Donc je pense que ça a été une stratégie de blesser, de mutiler, parce que quand vous avez été touché, ne serait-ce qu'au corps, vous avez une côte cassée, vous ne revenez pas manifester. Et autour de vous, on voit que vous avez été blessé. Donc ça, mouvement de reflux, de retrait. Il est bien connu dans la guerre moderne,
que la plupart du temps, quand on a affaire à des éléments armés qui sont plus ou moins isolés, on ne tire pas pour tuer, on tire pour blesser, de façon à ce que, solidarité obligeant, on va traîner le blessé, ça va vous miner le moral, ça va vous retarder, ça va vous affaiblir. Il y a une chose qui m'a frappé dès le départ, c'est qu'on enfermait les gilets jaunes dans des nasses. Or, depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ et Sun Tzu, le grand stratège, qui est toujours aujourd'hui l'art de la guerre, qui est toujours enseigné dans les grandes écoles américaines, anglaises, françaises. Sun Tzu est la base de tout, 7 siècles avant Jésus-Christ. Il dit bien que quand on veut défaire une armée, surtout on ne l'enferme pas, parce que les gens enfermés dans une nasse sont dangereux quand ils ont dos au mur. Or, systématiquement, on a enfermer les manifestants pour les gazer, les matraquer, les mutiler, le cas échéant. Et cette politique, les mutilations ont été une politique volontaire. Alors, je vais peut-être pas en terminer là. Que voulais-je vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Ça me reviendra après. Donc, l'État a su merveilleusement se défendre. Et j'ajouterais quand même une chose, c'est que les techniques qui ont été mises en œuvre, au début, moi j'ai été bluffé, je dis, mais enfin, aucune force de la paix, force de maintien de l'ordre au monde n'enferme les gens dans des nasses. Ça ne s'est jamais vu. Puisque je dis, c'est la chose la plus dangereuse et la plus stupide à faire. Mais non, là c'était totalement volontaire. Eh bien ces gens se sont inspirés ou ont été inspirés par des conseillers, par des stages, des échanges d'informations avec les techniques de maintien de l'ordre dans les territoires occupés. Mais oui, il ne faut pas aller chercher plus loin. Eux, ils sont maîtres en la matière et maîtres dans la provocation. Monsieur Netanyahou fait abattre un chef du Fatah islamique, je crois. Le lendemain matin, il y a un missile qui part, on bombarde, d'autres missiles arrivent, et Monsieur Netanyahou espère peut-être se maintenir au pouvoir alors qu'il avait été éjecté. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, la presse, vous remarquerez, cette discrétion violette sur les événements de Gaza actuellement. Enfin bon, il n'y a que 30 morts palestiniens, c'est pas grave. Mais enfin, quand je dis c'est pas grave, vous avez compris, c'est l'ironie. Voilà, donc on a un maître en la matière, en matière de maintien de l'ordre, et qui applique des méthodes non conventionnelles, non orthodoxes, qui vont à l'encontre, mais qui s'appliquent sur des terrains d'affrontement, de guerre, je dis bien de guerre, de guerre intercommunautaire, et non pas de simplement pour mater ou pour faire entrer, rétablir le calme face à des manifestants pacifiques. Bon, j'attends vos questions. Merci à vous.